Et donc Twitch, vous allez le décrire beaucoup mieux que moi, mais Twitch c'est donc une plateforme de streaming live qui diffuse du contenu sur tout type de sujet, mais où le e-sport a quand même une place assez forte. Et la particularité de Twitch, c'est que les utilisateurs peuvent interagir avec le contenu qui est en train de diffuser grâce à un chat live. Voilà pour le... Exactement, c'était toute mon introduction. Qu'est-ce que Twitch est un service de live streaming interactif. Effectivement, c'est ma première question. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément, on va dire, Twitch ? Oui, alors je pense que vous l'avez très bien fait. Donc Twitch, c'est un service de live streaming interactif, donc de diffusion de contenu en direct de façon interactive sur des contenus extrêmement larges. Alors c'est vrai qu'à l'origine, en 2011, les premières communautés à préempter le service, ce sont les communautés de gamers. Et c'est toujours le cas, ils sont toujours extrêmement présents. En revanche, en 2011, on fonde aussi la technologie de live streaming, donc qui permet finalement à un streamer de partager son contenu et via un chat à la communauté d'écrire et d'échanger avec lui et finalement de participer à la co-création du contenu. Et finalement, cette technologie va permettre d'aller sur des domaines au-delà du jeu vidéo, parce que quand on fait du jeu vidéo, on ne fait pas que du jeu vidéo. Quand on écoute de la musique, on ne fait pas que écouter de la musique. Et donc, on a d'autres passions. Et en fait, assez naturellement, les communautés qui sont venues au début sur du jeu vidéo ont commencé à échanger sur plein de sujets. Et donc, aujourd'hui, on a des thématiques très fortes, comme le sport, comme la musique, comme fashion, comme l'art, la cuisine, etc. Donc, pour vous donner quelques chiffres, on a 7 millions de chaînes qui sont en direct chaque mois. C'est un peu comme si vous aviez 7 millions de télé où vous alliez regarder le contenu qui vous intéresse avec les communautés qui vous intéressent et finalement participer à la création de ce contenu. Un autre chiffre, on a à tout moment 2,5 millions de personnes qui sont connectées sur Twitch. À chaque fois, je parle de chiffres globaux. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui se passent sur Twitch et évidemment de l'e-sport et du jeu vidéo toujours. J'imagine que Vitality est bien présent sur Twitch régulièrement dans les compétitions. Oui, d'abord, évidemment, avec toutes les compétitions auxquelles on participe, donc sur tous nos jeux, et c'est quasiment toujours diffusé sur Twitch, pour être très clair, qui est largement le diffuseur dominant dans les compétitions d'e-sport, et puis aussi par nos content creators ambassadeurs. Voilà, donc on a plusieurs streamers, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs typologies, plusieurs façons de diffuser du jeu vidéo sur Twitch. Il y a évidemment l'aspect compétitif, mais il y a une partie qui est même pas mal plus grande en volume, je pense, qui est simplement le live stream, avec un aspect plutôt entertainment, avec là encore différents degrés. Il y a des streamers qui sont vraiment axés sur le fun, d'autres qui sont tryhard, donc vraiment compétiteurs. Mais dans l'idée, c'est de dire, c'est des gens qui vont diffuser des jeux vidéo et agréger une communauté par ce biais-là. Et donc nous, chez Vitality, on a non seulement nos équipes, c'est le cœur du réacteur et c'est ce qu'on fait, on est une équipe d'e-sport professionnelle, mais on a aussi des ambassadeurs qui sont des streamers et streameuses qui viennent, eux, diffuser leurs jeux préférés. Et puis ça nous permet aussi parfois de commenter nos matchs, de caster et de faire des ponts entre l'aspect purement compétitif et l'aspect un petit peu plus entertainment communautaire. D'accord, très intéressant. Et donc Mélissa, vous disiez que Twitch avait été le créateur de la stratégie, de la technologie de live stream. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine de la vidéo, des plateformes vidéo. Qu'est-ce qui fait encore la spécificité de Twitch ? Alors, il y a 3 piliers vraiment fondamentaux sur Twitch. C'est le côté live. La quasi-majorité de notre contenu sur Twitch est en direct. Et donc, via ce chat qui permet à la communauté d'échanger, on est vraiment dans l'interactivité. Vraiment, il faut s'éloigner de ce qu'on connaît avec la télé, un contenu froid, pour vraiment voir cette brique de « je vais avoir un impact sur ce que je suis en train de regarder et je vais être avec toute une communauté qui partage les mêmes passions et les mêmes intérêts que moi ». Donc, c'est côté live, interactif et communautaire qui sont vraiment les 3 piliers fondateurs du service et qui font qu'effectivement, quand on va regarder, par exemple, une compétition d'e-sport ou du jeu vidéo de façon générale, puisqu'on venait d'en parler, mais j'ai un chiffre qui retentissait dans ma tête, qui est 50 millions de contenus jeux vidéo qui sont regardés chaque jour sur Twitch au niveau mondial. Donc, c'est énorme. Et bien du coup, on a ce côté, je vais le regarder avec la communauté que j'aime, je vais pouvoir avoir une interaction. Alors ça va être via l'écrit, mais on a aussi d'autres solutions qu'on propose pour pouvoir interagir
et être impliqué dans ce qu'on regarde. Alors, comment vous travaillez ensemble, tous les deux? On a envie de savoir un peu. L'un diffuse l'autre, ok, mais à part ça, plutôt indirectement justement. Donc nous, on a nos ambassadeurs qui sont eux sous contrat affiliés à Twitch, voilà, avec des mécaniques, peut-être dont tu parleras, de souscription, d'avoir des abonnés. Voilà, il y a toute une mécanique communautaire sur Twitch pour en fait soutenir les streamers. Et puis indirectement, en fait, via les ligues, nous, en fait, c'est pas Vitality qui est en contrat directement avec Twitch. Ça s'est produit par le passé. Certaines équipes e-sport, G2 aussi notamment, c'était des contrats qui étaient plutôt destinés à avoir les joueurs professionnels des équipes qui streamaient sur Twitch. Mais aujourd'hui, ça se fait moins parce que on va dire que les joueurs professionnels n'ont pas le temps. Quoi. Pour résumer, la double casquette joueur pro streamer, elle n'existe plus. Elle existait pas mal au début, notamment nous quand on s'est lancé avec un de nos joueurs historiques, Gotaga, qui était à la fois énorme YouTuber gaming, hyper présent sur Twitch, et donc c'est encore une figure du Twitch français, et en même temps l'un des meilleurs joueurs du monde sur Call of Duty. Disons qu'à cette époque de spécialisation à outrance et de professionnalisation, ça existe moins, et donc on a plutôt maintenant des joueurs pros qui font leur métier de joueur pro et des streamers qui font leur métier de streamer. Donc cette mécanique de partenariat, elle n'a plus trop de sens aujourd'hui, donc on travaille plutôt indirectement. Nous par exemple, on est dans les compétitions Riot Games, la LEC, la LFL, et là donc ça va être Riot Games qui contracte avec Twitch, qui cède les droits de diffusion. La LFL en France, c'est via Webedia et OTP qui est le diffuseur. Sur Counter-Strike, ça va être ESL qui va avoir un deal avec Twitch. Alors après, c'est encore un peu plus complexe puisqu'il y a des deals par diffuseur, par pays, etc. Mais fondamentalement, nous, on fait notre mission de jouer, et les ligues auxquelles on participe, elles, vont être en contrat avec Twitch, par exemple. Oui, je crois que Nicolas a déjà dit beaucoup de choses. Voilà. Après, les communautés sont présentes depuis plus de 12 ans maintenant, et elles se retrouvent sur Twitch avec grand plaisir pour regarder ce type de contenu. Donc il y a aussi l'audience qui est là. Justement, peut-être juste un dernier point à rajouter, c'est qu'il y a, on va dire, c'est built-in dans Twitch d'avoir beaucoup de fonctions communautaires, et donc nous, sur nos réseaux, on va tout le temps clipper, donc reprendre. Il y a une fonction sur Twitch qui permet d'isoler des extraits, de les publier très rapidement, et ça a évidemment beaucoup contribué à la viralité, à la puissance de Twitch, et donc on va faire ça en permanence. Donc en fait, les ponts et les renvois se font en permanence. Nos fans sont présents sur les broadcasts des matchs, et ils viennent nous soutenir dans le chat ou nous dire qui ne sont pas contents quand ils ne le sont pas, parce qu'il faut savoir que les communautés sont très engagées, très binaires parfois. C'est un joueur sur Counter-Strike, c'est le meilleur joueur du monde, et puis le round d'après, il faut qu'il démissionne. Voilà, c'est toujours assez amusant à suivre l'instantanéité du chat Twitch et l'excitation des communautés. Mais donc voilà, il y a ces ponts en permanence, et donc Twitch, c'est un lieu de consommation d'e-sport et de compétition Vitality assez naturel pour nos fans. Alors justement, on parle de fans, on parle de communauté. Vous savez que vous faites rêver les marques, parce que les marques, elles rêvent d'avoir des communautés. Et c'est pas toujours évident de parler de communauté pour une marque. Dans certains cas, bien sûr, c'est pertinent, mais pas toujours. Et alors vous, comment vous faites pour faire grandir chacun d'entre vous, vos communautés au fond ? Alors nous, pour les communautés, en fait, ça a été notre priorité depuis le départ. C'est-à-dire que, comme je le disais, au début, elles démarrent sur le jeu vidéo, mais assez naturellement, elles vont aller sur d'autres intérêts. Et notre but, c'est pas d'impulser un intérêt, c'est de les laisser se développer, et nous d'être derrière pour les soutenir et faire en sorte qu'elles continuent de s'épanouir, parce que finalement, c'est un cercle vertueux. Plus elles seront, plus les streamers pourront partager le contenu qu'ils aiment, plus les communautés vont rester, etc., etc. Tout ça dans un univers extrêmement safe. On parle beaucoup de safe place aussi sur Twitch, et pour que les communautés continuent de se développer. Et passe de bons moments. Donc voilà, c'est vraiment les communautés qui donnent le là, et c'est pas nous. Oui, alors le travail de croissance des communautés, d'engagement et de création et de maintien et de développement de ce lien avec eux, c'est un travail permanent. Il se fait de 1000 façons, donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas, l'idée, et ça rebondit peut-être un peu avec ce que tu as dit, c'est, nous aussi, on a des fans qui vont rentrer par un bout. Je sais pas, moi, un fan de K-Dop, qui à l'époque était notre joueur Rocket League. Quelqu'un le suit sur YouTube, K-Dop était joueur pro Vitality. Je vais regarder Rocket League Vitality. Vitality, c'est pas mal. Leurs réseaux sont intéressants, ils ont des contenus sympas. Je vais aller voir Counter-Strike. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on a des fans, ou en tout cas des gens qui peuvent rentrer dans l'écosystème Vitality par de nombreux points d'entrée. Et l'idée, c'est d'avoir une marque qui est suffisamment attirante, engageante, avec des contenus de qualité, etc., pour en fait les faire se dire mais en fait cet univers-là est intéressant, et puis les faire adhérer et éventuellement suivre d'autres équipes.
Donc ça, c'est un enjeu permanent. Et après, nous, notre deuxième enjeu, l'un de nos enjeux, en tout cas sur l'aspect communautaire, c'est comment on agrège nos fans qu'on retrouve un peu partout. Donc on a des fans qui vont être parfois suivre Counter-Strike sur Twitch, les matchs de Vitality, mais c'est tout. D'autres qui vont regarder notre YouTube, d'autres qui vont être sur notre Twitter. Tout ça en doublon et c'est pas forcément facile à identifier. Donc il y a un vrai travail de compréhension de qui sont nos fans, d'où ils viennent, comment ils se comportent et de les fédérer. Et c'est pour ça aussi qu'on a notre application qui s'appelle VHive, le même nom que notre boutique flagship à Paris. Et donc c'est un peu pareil, c'est le lieu de rendez-vous des fans sur une app où là l'idée c'est d'en faire un lieu où on les centralise et on les suit et par ailleurs on récompense l'engagement de nos fans via cette application. La petite adresse peut-être du... Ah oui, 102 boulevard Sébastopol, voilà, c'est ouvert au public, tout le monde est le bienvenu. C'est important, il faut aller voir. Ça vaut le détour. Alors, puisqu'on parle de communautés, de fans, de faire grandir chacune de ces communautés, alors il y a toujours une question qui se pose, c'est la valorisation finalement de ces communautés. Comment ça passe ? C'est à moi que tu poses la question. Oui. Ça se passe par de la publicité, en fait. Oui, c'était ta question. C'est ma transition. Voilà, je te faisais ta transition. Non, on l'a pas répété, alors moi je donc... l'avais pas. Alors effectivement, donc une part centrale du modèle économique de Twitch, ça repose sur la publicité. Nous-mêmes, en tant qu'agence média, on achète de la publicité sur Twitch. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous faites évoluer le modèle et l'achat et la vente de publicité sur Twitch ? Oui, évidemment. Alors, effectivement, comme vous le disiez, il y a une partie des revenus, notamment sur les pré-rolls vidéo, qui vont être versés aux streamers. Donc, ce qui est très important ici, c'est que c'est connu des communautés et que ça fait du sens pour elles. C'est une façon d'aller soutenir le streamer qu'elles apprécient et avec lequel elles passent énormément de temps. Donc, il y a ce côté, voilà, donner du sens qui est très important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui viennent sur Twitch, c'est 70% de personnes entre 18 et 34 ans qui ont grandi dans le digital, qui ont toujours été connectées et qui ont une façon de consommer, que ce soit le contenu, le média ou la publicité qui est différente d'une autre. Parce qu'elles veulent des expériences qui sont collectives, qui sont en temps réel, qui sont dynamiques. Et c'est là où les marques, elles vont gagner des points. C'est si elles arrivent à intégrer ces codes, à comprendre ce qui est important pour eux quand elles vont leur parler de leurs produits. Donc typiquement, c'est vrai que ces audiences, elles vont peut-être beaucoup moins regarder la télé que nous à notre époque, etc. Donc il faut s'adapter. C'est la raison pour laquelle chez Twitch, on a aussi un studio créé à intégrer qui s'appelle le Brand Partnership Studio, qui va aider les marques à, en fonction de leur objectif, pourquoi pas identifier un streamer qui va être en mesure de parler du produit de façon extrêmement authentique. C'est une valeur qui est très importante aussi pour cette nouvelle génération. J'ai par exemple un exemple avec la marque Rovinta qui vient nous voir, donc Groupe Seb, et qui nous dit, voilà, moi j'ai ce nouvel aspirateur, comment je peux en parler auprès de ces communautés et le faire découvrir. Donc là, notre studio va identifier une streameuse qui s'appelle Avamind, qui vous connaissez peut-être, qui effectivement joue à des jeux vidéo, mais bien sûr qui fait plein d'autres choses et qui parle aussi beaucoup de robotique avec sa communauté. Donc en fait, c'est totalement naturel pour elle, auprès de sa communauté, que de leur parler de ce robot-là. Et ça, c'est très très important. Donc en fait, elle va designer une map sur son mobile et leur dire, bah, regardez par où est passé le robot. Ensemble avec la communauté, ils vont trouver un nom pour le robot, etc. etc. Et finalement, elle suggère même aux personnes d'aller le retrouver. Alors c'était sur le site Amazon. Directement, et moi-même qui regardais le stream, j'ai absolument pas besoin d'un robot, mais en fait je me suis vraiment pris dans le chat, dans ce côté très partage des best practices, et je me suis retrouvée sur Amazon. Je n'ai pas acheté de robot parce que je n'en avais pas besoin, mais voilà, il y a vraiment un côté super engageant qu'on peut arriver à créer avec n'importe quelle marque. Oui. Pardon de vous couper, mais effectivement, c'était une question que j'allais vous poser parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire un peu intuitivement que Twitch n'est pas forcément adapté à toutes les marques. En particulier Roventa, ça pourrait ne pas être un réflexe immédiat pour Twitch. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que voilà, de plus en plus de marques, d'industries, de domaines viennent acheter de la publicité sur Twitch ? Oui, aujourd'hui, toutes les industries achètent de la publicité ou voilà, essayent
mettre en avant leurs produits, leurs offres auprès de cette nouvelle génération. Alors, on travaille avec Michelin, on travaille avec Porsche, on travaille avec vraiment toutes les industries. Peut-être que le cas Porsche est intéressant. C'en est un parmi plein d'autres, mais là, par exemple, on n'est pas passé par un streamer qui met en avant le produit, mais on a créé un escape game live pour eux de 4 heures où la communauté était... donc, voilà, vous le voyez, on est au sein de l'écurie Porsche et vous avez, alors juste sous Nicolas, désolé Nicolas, il y a 3 petits boutons et en fait, on permet cette interactivité via ce filtre, et c'est la communauté qui fait ses choix, et en fonction du vote le plus important, on allait sur une des 3 options, et c'était comme ça pendant 4 heures. Et en fait, ça permettait vraiment à la communauté d'interagir et d'être acteur et maître du jeu pour à la fin révéler la dernière Formule AI. Donc c'est une nouvelle façon de faire interagir et réagir ces communautés, et faire découvrir du coup cette nouvelle Porsche. Et l'objectif, c'était pour Porsche de rajeunir sa marque, d'aller toucher une nouvelle audience, de montrer que ses produits étaient toujours dans le temps, et ils l'ont très bien fait. On regarde la vidéo. Security startup initiated. Mission: level up knowledge of WhatsApp security features. Protocol: empower Twitch to defend live streams from invaders. Floating. To drive awareness of WhatsApp's multiple layers of security, from end-to-end encryption to two-step verification, we created Privacy Protectors. A one-of-a-kind, fully interactive, collaborative game where chat were called on to defend a streamer's channel from pesky intruders. Twitch recruited 4 UK gamers to host special live streams dedicated to highlighting WhatsApp's world-class security features. Privacy is very, very, very important for me. WhatsApp is easily the best messaging service I've ever used. There's a number of layers of protection to basically suit all of your privacy needs. You can enable Touch ID, Face ID, everything like that. It's just a safe place. So all of the messages that you send to anybody on WhatsApp are completely between the two of you. Every time the gamers took a break and left their streams unprotected, unwanted intruders attacked, leaving the Twitch audience to dutifully defend the stream armed with the power of WhatsApp security. Chat quickly worked out they needed to work as a team to take down the invaders. Targeting the threats with synchronized clicks, Chat fought hard, setting high score after high score. When the final challenge arrived, Chat didn't falter, taking down the big bad boss in style. As every wave of threats was neutralized and each level was completed, WhatsApp rewarded the community with well-earned Twitch subscriptions. And you beat the boss! Now a big thank you for WhatsApp. Say thank you to WhatsApp for rewarding you with gifted subs. WhatsApp with the 70 gifted subs, that is now 100. With over 600 enemies destroyed and 7,000 messages in chat, it's safe to say the 300,000 viewers went all in, calling for more chances to blast invaders. By powering up chat with WhatsApp security, the intruders never stood a chance. Mission complete. Voilà, c'était pour travailler un peu votre anglais. Non, en fait, ce cas, il est intéressant. Parce que WhatsApp, pour ces audiences-là, c'est peut-être pas le premier service qui est utilisé. Ils vont davantage sur Discord. Et du coup, c'était intéressant pour WhatsApp de faire connaître un peu toutes ces fonctionnalités auprès de ces audiences. Et donc, on a créé un mini-jeu, encore une fois, via notre studio, et qu'on mettait dans les mains des streamers. Ils pouvaient jouer avec leur communauté. Et effectivement, à un moment, à la pause, quand le streamer part, finalement, il y a une attaque qui survient, et c'est à la communauté de réagir sans le streamer. Et donc, en fait, tout le monde s'unit pour aller repousser les invaders. Et encore une fois, on retrouve le côté hyper interactif dans la campagne publicitaire qu'on veut mettre en avant. Merci beaucoup. C'est magnifique. On en est déjà à la fin, je crois. Et comment chacun d'entre vous vous projetez au fond dans le futur, avec quel genre d'innovation? Là, on vient de voir un jeu pour Meta, mais c'est quoi le sens de l'histoire?
Alors moi j'ai envie de parler d'une chose extrêmement importante qui sera ce week-end. Ça s'appelle la TwitchCon. Ce sera Port de Versailles, donc les 8 et 9 juillet. Qu'est-ce que c'est la TwitchCon ? C'est nos communautés qui se rencontrent en digital, qui se rencontrent en physique. Et c'est un événement européen. Donc on a eu la première TwitchCon en Europe à Berlin en 2019. L'année dernière, on a eu Amsterdam. Et cette année, c'est à Paris. Donc vraiment, si vous voulez venir découvrir l'univers Twitch, ce qui anime ces communautés et ces streamers, bien entendu, eh bien c'est là. Et pour nous, ça va être un grand moment et on s'y prépare avec beaucoup de passion. Voilà. Nicolas, tu vas au TwitchCon ? Non, parce que moi, je pars bientôt en vacances. Hein. Il y a un moment, il faut savoir couper aussi. Et de notre côté, bon, il y a être plus grand, plus haut, plus fort, tout ce qu'on veut, ce qui est la vie d'un club, et donc continuer à grandir tout simplement, et puis essayer de devenir un club historique. En fait, les Real Madrid et Manchester se sont pas créés en quelques années, donc ça, il va falloir des années, des décennies de succès. Et au-delà de ça, finalement, nous, on est dépendants de jeux vidéo, et donc c'est pas nous directement qui sommes créateurs de technologie. Pour autant, il y a un sujet, si je devais en citer qu'un, qui est important pour nous dans les années à venir, c'est de faire progresser la mixité et la diversité dans l'e-sport. Donc aujourd'hui, on l'a vu dans les stats tout à l'heure, il y a énormément de joueuses de jeux vidéo en général, mais plus on va monter les échelons vers la professionnalisation, moins il y en a, avec très très peu de joueuses professionnelles. Alors, je ne vais pas faire l'explication qui est plurifactorielle, sociale, sociétale. Il y a plein de raisons, bonnes ou mauvaises. Toujours est-il qu'en tout cas, notre enjeu collectif de l'écosystème e-sport, ça va être vraiment de construire, trouver les leviers et de construire brique par brique le moyen d'arriver à avoir des joueuses professionnelles de manière significative dans les plus grandes compétitions mondiales, parce qu'on a quand même un sport qui a le potentiel d'être mixte. Et comme il y a pas de performance physique, et ça c'est hyper intéressant, sauf qu'aujourd'hui on est très loin de réaliser ce potentiel-là. C'est en train de changer. Là on voit les premières compétitions féminines avec Riot Games notamment, qui fait le Game Changer sur Valorant, qui investit beaucoup, et nous aussi on a lancé nos premières équipes, mais l'enjeu ça va être dans les années à venir de dépasser ces ligues féminines qui sont hyper importantes aujourd'hui pour médiatiser l'e-sport féminin, mettre en avant des joueuses et faire progresser tout simplement la discipline, donner envie. Bon, voilà, ça crée plein de choses, plein d'effets vertueux, mais l'enjeu à plus long terme, c'est d'avoir des ligues mixtes et d'avoir vraiment des joueuses pro. Et ça, c'est ce qu'on veut collectivement construire dans l'écosystème et qui va être un gros enjeu et gros indicateur de progression dans les années à venir. Génial. Est-ce qu'on a une question dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'avais une question, c'était parce qu'actuellement l'e-sport se consomme de deux façons. C'est soit en digital sur Twitch, soit dans des cas à part, c'est-à-dire dans les stades comme on va avoir cette semaine au LFL Days. Est-ce que c'est un enjeu tout ce qui est lieu public ? Parce qu'il y a des choses qui sont faites, le VI est un peu, le lieu se veut comme étant un endroit où les gens se retrouvent. Est-ce que c'est un enjeu dans l'e-sport dans les prochaines années, ne serait-ce que parce qu'au niveau du partenariat, beaucoup de marques cherchent à toucher les gens dans cette, on va dire dans le physique. Et est-ce que voilà, à quel point ça représente un enjeu pour l'e-sport ? Oui, donc un peu en modèle hybride, ce qu'on peut appeler viewing party. On va regrouper des fans dans un lieu avec, on va dire, une taille, une ampleur donnée. Ça, c'est important. Nous, on le fait régulièrement. C'est intéressant pour fédérer les communautés, pour activer aussi parfois nos marques partenaires. Après, ça a une limite, c'est qu'à un moment, ne pas avoir le spectacle entre guillemets dans la salle où on est, ne pas avoir les joueurs, disons que ça limite la potentialité de faire scaler, de faire grandir ce concept-là de manière gigantesque. Par contre, on peut imaginer un autre type de modèle hybride qui serait un modèle où finalement on a notre propre arena, ça n'a pas besoin d'être un stade entier, où il n'y aurait qu'une des deux équipes, c'est-à-dire on jouerait à domicile, nos joueurs connectés contre une autre équipe qui aurait sa propre arena. Ça commence à se développer notamment dans la Ligue espagnole de League of Legends, où en fait une équipe A va avoir, aujourd'hui c'est pas sur un énorme dispositif, mais peut avoir quelques dizaines voire centaines de fans qui voient l'équipe, et cette équipe joue en ligne contre une autre. Donc on est un peu, on soutient son équipe à domicile. Donc ce type de modèle hybride peut être amené à se développer. Ça remplacera jamais ces grands raouts, ces grands spectacles où toutes les équipes sont présentes pour une semaine dans un lieu donné. Ça, c'est ce qui fait, c'est la vitrine principale de l'e-sport, et ça doit continuer. Mais je pense qu'on peut imaginer plein de choses en dessous et plein de modèles nouveaux. Merci. On va prendre une question.
Merci Thibaut. Ouais, c'est une question pour vous, Mélissa. Je suis curieux de savoir quel est le business model pour les streamers. Quel type de revenus ils touchent? Est-ce que c'est un partage de revenus avec vous? Et quelle est la magnitude des revenus? J'ai juste envie de savoir voilà, quel est le niveau de revenus qu'ils peuvent atteindre. Alors, effectivement, si on regarde le business model, aujourd'hui, on a tous les streamers ne peuvent pas gagner de l'argent. Donc, quand vous débutez sur Twitch, ce n'est pas le cas. En revanche, quand vous devenez affilié ou partenaire, ça devient possible. Vous avez plusieurs façons de gagner de l'argent. Ça va être, effectivement, on en a parlé avec la publicité. Mais par exemple, il y a aussi une monnaie virtuelle qui s'appelle les bits que vous allez acheter et que vous allez les donner à votre streamer parce que vous avez aimé ce que vous avez regardé, parce que vous voulez le soutenir. Et c'est vraiment une démarche proactive parce qu'en fait, vous avez accès au même contenu sans lui donner des bits. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie qu'il continue à produire du contenu de qualité et à passer du temps avec lui. Et vous avez aussi les subscriptions, donc vous avez les subs. Donc par exemple, vous allez vous abonner à la chaîne, vous vous abonnez à un streamer et à une chaîne avec un abonnement mensuel. Donc pareil, il y a différentes tarifications. Et c'est une façon de montrer votre soutien. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, quand vous vous abonnez à une chaîne, vous avez un petit picto devant votre nom dans le chat qui veut dire que vous êtes un super supporter de ce streamer qui, évidemment, va continuer d'échanger avec toute sa communauté, mais peut-être un peu plus aussi avec vous parce qu'il sait que vous êtes là pour le soutenir. Donc voilà, il y a ces différents modèles. Après, évidemment, le sponsoring, la publicité, plus largement, les aide à gagner de l'argent. Après, combien, quelle partie, malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous partager ces éléments. Après, peut-être, ça c'est pas spécialement Twitch, mais le business des plus gros streamers, c'est des entreprises, hein, c'est plus des individus. Ils ont leur propre agence intégrée, ils ont leur studio, etc. Et je pense que les grosses boîtes, les plus gros streamers, ça gagnent des millions d'euros par an. Mais c'est là encore, hein, je pense qu'on peut aussi faire le parallèle avec l'e-sport. C'est beaucoup d'aspirants, peu d'élus qui arrivent à ce niveau-là. Donc il faut aussi se garder d'être sensationnaliste là-dessus. Et c'est parfois le raccourci que font les médias, que ce soit sur les streamers ou les e-sportifs. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais c'est un tout petit nombre, quoi. Eh ben, c'est sur cette dernière parole qu'on va conclure cette table ronde. Un grand merci, Mélissa, Nicolas et Laure. Merci.